Salut tout le monde, merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de PLB Club, 13e émission de la saison. On est parti pour une petite heure d'émission comme d'habitude avec comme thème évidemment la Premier League et la Bundesliga. Salut Serge. Salut. Salut Philippe. Salut Philippe. Vous allez bien? Très bien, et vous? Très bien, merci. Bon quels enseignements tirer du week-end dernier et à quoi s'attendre aussi le week-end prochain? C'est un peu le principe de l'émission. On va répondre à ces questions. On se lance donc dans l'émission rapidement parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et on commence avec, comme d'habitude aussi, notre regard sur les prestations des Belges le week-end dernier. Et tout d'abord, les Belges en Première Ligue. 6 Belges titulaires, mais pas de but et pas d'assist. Ça fait quelques journées quand même que les Belges sont un petit peu moins prolifiques. Oui, notamment Tielemans avec Aston Villa, où ça marche un petit peu moins bien. Par contre, on salue le retour de Mats Sels en tant que titulaire avec Nottingham Forest. On va en reparler, oui. Et qui fait des résultats en plus. Ouais. En panne, les joueurs offensifs en panne, hein. Pas de but de Doku, pas de but de Trossard. Donc, c'est vrai. Les gardiens à l'honneur, effectivement. C'est vrai. Castagne, qu'on a reçu la semaine dernière dans cette émission, est toujours titulaire, mais Fulham a perdu à Leeds. Trossard est monté à la mi-temps face à Nottingham. Et puis, on rappelle quand même aussi, ça c'est toujours un petit peu embêtant, Onana, Lavia sont toujours blessés, De Kuiper malade. Voilà donc pour les prestations des Belges en Angleterre. On l'a vu donc, nos deux gardiens, effectivement, étaient titulaires, Sels et Lamens. Parlons d'abord de Sels. Il a retrouvé sa place de titulaire dans le but de Nottingham. Clean sheet quand même face à Arsenal. On peut parler d'un retour à la normale, tout simplement, pour Mats Sels. Oui, et puis bon, une clean sheet face à Arsenal, c'est quand même un super résultat. Il en avait réussi une aussi contre Liverpool au cours de la saison. Je crois qu'il en a 3 au total sur la saison. C'est pas beaucoup par rapport à ce qu'il a fait évidemment la saison dernière, mais tant mieux pour lui de revenir dans une équipe qui est quand même un petit peu en problème. Ah oui, mais oui, bon, même sérieusement. Il faut trouver encore des solutions sur le plan offensif notamment. Il a été blessé aux adducteurs, Serge. Oui, c'est là qu'il a perdu sa place. Hein. C'est le Brésilien John Victor qui était le gardien de Nottingham avec quelques bourdes, donc il est revenu. Ouais. Et puis il s'est blessé aussi, Victor. Oui, et puis voilà aussi. Donc, sa dernière bourde d'ailleurs. Oui, exactement. Donc oui. C'est très bien pour Mats Sels. Il faut rappeler que seul Liverpool avait réussi à ne pas encaisser face à Arsenal cette saison. Élu joueur du match parce qu'il a fait quand même des arrêts assez exceptionnels, hein, surtout en fin de rencontre. Donc effectivement, une très très bonne nouvelle. Il revient en forme au bon moment en plus pour aider cette équipe de Nottingham qui est toujours en lutte pour le maintien. Clean sheet donc pour Sels face à Arsenal. Il faut rappeler que la saison dernière, dans le même match, c'était 0-0 aussi, avec aussi un très très bon Mats Sels. On va l'écouter, Mats Sels, interview juste après la rencontre de ce week-end. Keeping a clean sheet is always nice, but I think if you saw the whole team and my defense, how they defend today was amazing. So if you not concede, it's always easier to win. So I'm really happy, and we need to keep going like this. It must be positive for you to be back starting in this team as well. How strange has it been to find yourself on the bench this season after being such a main part of this team last year? Look, this is football. I was injured, and they won that game. So the Gaffas told me he wanted to keep going with the same team. So I always was working during the week and show that I was ready for when my chance was coming back. And voila, look, I think we did well last week and today. So it's always a team effort, you know. And look, like I said today, really happy for me and for the team and for whole Nottingham. Well done. You're today's player of the match. Congratulations. Thank you. Thank you. Ça ressemble un petit peu à une bonbonne, je trouve, de mousse à raser, le trophée. Oui, c'est un peu ça. Ce qui est amusant, c'est qu'il dit quand on n'encaisse pas, c'est plus facile de gagner. Oui, donc il était dans l'euphorie, parce que bon, faire 0-0, c'était un peu comme une victoire pour Nottingham. C'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, bravo Sels qui retrouve sa place et c'est pas mal. Et alors, il y a Senne Lamens aussi, titulaire, qui lui aussi a quand même fait une clean sheet dans le derby de Manchester. C'est aussi sa troisième depuis qu'il est à Manchester. Voilà, donc c'est quand même c'est pas mal. On va reparler bien entendu du derby un petit peu plus tard. Hein. Un avis peut-être sur la prestation de Lamens face à City? Bon, il a fait le boulot. Hein. Après, c'est pas un City aussi performant que d'habitude, sans doute, mais malgré tout, c'est important d'être efficace, surtout s'il y a peu d'arrêts à faire, surtout s'il y a peu d'interventions à faire. Et je pense qu'il a acquis quand même beaucoup de confiance depuis qu'il est titulaire dans cette équipe et il est devenu le gardien incontournable. Ouais. De toute façon. Il y a ce ballon, Serge, à un moment donné, qui détourne en coup de coin sur un ballon un peu anodin. Là, on s'est un peu posé. Mais bon, ça Mais n'a pas eu de conséquences. À mon avis, il va avant tout ne pas prendre de risques. Ça s'est vu notamment sur les relances
Maintenant, il commence à faire un peu plus de relance au pied aussi. Au début, il dégageait sans se poser de questions. Je pense que voilà, il n'est pas encore à 100% de confiance, mais si les résultats suivent, ça ne fera qu'augmenter, je pense. C'est quand même le gardien qui est dans l'équipe de Manchester, qui va gagner à Liverpool, à Anfield, et c'est le gardien qui gagne dans le derby. Donc sa saison est presque faite pour lui. C'est vrai. Et alors dans la presse, on a lu ce titre avec Seine Lamens, Manchester United a trouvé son Thibaut Courtois. C'est quand même une comparaison très très audacieuse et un peu prématurée, non? Oui. Même si bravo à la Mens. Hein. Oui, enfin, je vois pas le rapport en fait directement non plus entre le Real ou même Chelsea et Manchester United. C'est pas les mêmes situations. À la limite, un jeune gardien qui arrive dans le championnat anglais, ça s'arrête là, je pense. Effectivement. Parce qu'il n'a joué pour l'instant que 17 matchs quand même. C'est la Mens. Donc, tant mieux pour lui, si on le compare. Évidemment, parce que s'imposer quand même dans un club comme United, avec la pression comme ça, il faut quand même le faire. Hein. Oui, effectivement. Ça, c'est sûr. Oui, puis c'était quand même un transfert surprise. On ne s'attendait pas, il y a quelques mois, à voir la Metz débarquer dans un club légendaire de Première Ligue quand même. Et puis alors, il y en a aussi qui disent qu'il faut chambouler l'ordre des gardiens en équipe nationale, que Seine-Lamens doit devenir deuxième, que Cels doit devenir troisième. Bon. Oui, no comment? Non. Passons à autre chose. On sait qui est le premier, c'est le plus important. oui, effectivement. Quand il est là. Quand il est là. Quand il veut bien. Quand il veut bien. Allez, on passe au temps de jeu des Belges en Allemagne avec notamment les deux indéboulonnables dont on parle souvent, c'est Théâtre et Linen. Un petit assise quand même pour Castro Montes et Mangula. Oui, surtout Castro Montes qui confirme quand même à Colonia. Il n'a pas été dans l'équipe au début, et puis il est quand même à 3 assists. C'est pas mal pour un joueur qui n'a joué que 16% du temps de jeu. Donc ça veut dire qu'il commence à avoir un impact quand même dans l'équipe. On va y revenir. Bakayoko, Aldakil, Batshuayi, toujours absent. Ça, c'est embêtant. C'est une année Coupe du Monde, on le rappelle. Ça va être difficile pour eux. Et puis Julien Duranville, par exemple, est sur le départ puisqu'il est cité du côté de Bâle pour prendre du temps de jeu, parce que lui aussi, il faut quand même qu'il recommence à jouer. Il n'a quasiment pas joué cette saison du côté de Dortmund. Petit focus, comme tu en parlais déjà, Phil, sur Castro Montes. Est-ce qu'il est enfin lancé en Bundesliga? On l'espère, c'est vrai, parce que son début de saison avec Cologne a quand même été extrêmement compliqué. Hein. Il faut être efficace en Bundesliga pour jouer. Il faut être bien physiquement. Encore une fois, s'il est décisif sur des passes décisives, justement, ça va jouer en sa faveur. Maintenant, il faut voir dans les prochaines semaines comment ça va se jouer. Mais 2 fois titulaire sur les 3 derniers matchs, 3 assists au total, c'est la pente ascendante, visiblement, pour lui. C'est un bon joueur. Hein. On l'a bien connu chez nous, évidemment, notamment à Gand. C'est là où il s'est véritablement révélé, à l'Union Saint-Gilloise, où il a quand même gagné une coupe et était champion. Capable de jouer à droite, surtout là, il joue à gauche. Hein. Cologne, il peut jouer à gauche aussi. Il est plutôt aligné à gauche, parce qu'à droite, c'est un peu plus compliqué de se trouver une place. Donc, c'est important quand même. Son assist, ça permet de revenir dans le match ce week-end. Et Cologne n'avait plus gagné quand même depuis, je crois que c'est 8 journées. Oui. Donc, ça relance. Et son assist permet d'égaliser. Cologne l'emporte. Donc, il faudra voir ce week-end. Mais je pense qu'il a marqué des points, effectivement. On le verra un peu plus. Précédemment, il avait donné 2 assists avec un score de 2-2. Donc, ce sont effectivement des assists qui rapportent des points. C'est bien. Donc, c'est bien pour Castro Montes qu'il puisse avoir du temps de jeu en Bundesliga. Voilà pour les Belges. On va parler à présent des affiches du week-end prochain. Et juste avant de parler spécifiquement des plus grosses affiches, parce que c'est évidemment l'actualité aussi, un mot quand même sur le transfert de Marc Guéhi de Crystal Palace à Manchester City. Transfert officialisé lundi, 23 millions d'euros. Votre avis? City en a besoin. On l'a encore vu hier. Oui, il y a pas mal de blessés aussi. Donc effectivement... il a besoin éventuellement de renfort dans l'axe de la défense. Baba Gueye, ça fait des mois qu'on en parle. Pour un transfert, c'était presque fait vers Liverpool à l'été dernier. Donc c'est Glasner qui avait quand même bloqué finalement le transfert à la dernière minute en mettant la pression sur la direction. Il était libre au mois de juin. Donc c'est pas étonnant que Crystal Palace essaie quand même de faire rentrer un petit peu d'argent sur ce joueur qui est quand même titulaire en équipe anglaise, en sélection. Donc c'est quand même un joueur important.
Voilà. Après, sur la manière de travail de Manchester City, ça fait quand même une douzaine de joueurs qui sont arrivés depuis le mercato de janvier 2025. Ouais. Donc il y a quand même une espèce de chamboulement de l'effectif et pour le moment, ça ne tourne pas vraiment. C'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, on a le résultat de ce week-end dans le derby et puis le résultat à Bodo Glimt, là où ils ont été catastrophiques. Défaite 3-1. Ouais. Mais ça ressemble à une fuite en avant, en fait. Il y a des problèmes, on essaie de les régler en transférant, en dépensant beaucoup d'argent de nouveau. Il n'y a toujours pas de nouvelles du procès. Enfin, tout ça est très bizarre. Ouais. Ça ressemble très peu à Guardiola en plus, j'ai l'impression. Enfin, sur l'ensemble de sa carrière, c'est pas quelqu'un qui recrute sans arrêt. Je crois que si on faisait le bilan en 10 ans de ce que City a dépensé en joueurs, on doit être sur des sommes astronomiques. Hein. Surtout en défense. Sur la dernière année, c'est vraiment étonnant, non? Oui. J'ai vraiment l'impression. Oui, là, je pense que c'est 14 joueurs depuis un an, c'est 14 joueurs qui sont arrivés. Mais là, en l'occurrence, après Semenyo, en plus. Après Semenyo qui vient d'arriver aussi. Ok, transfert en tout cas qui a provoqué aussi la colère d'Oliver Glasner, l'entraîneur de Crystal Palace. On va l'écouter, c'était juste après la défaite de Palace le week-end dernier à Sunderland. We feel that we are being abandoned completely and selling our captain one day before a game. Completely no understanding for this. We're preparing, and then yesterday at 10:30 I get told that our captain will be sold. So why not next week? That we can play at least this game next week. And other players are coming back, and that's makes me really upset today. Certains disent c'est une faute professionnelle de dire ça. Certains disent il a raison. Moi, j'irais plus loin. Hein. La traduction était bonne, mais si on peut résumer, c'est donnez-moi mon C4 maintenant tout de suite que je me bats. La traduction était très bonne parce que c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Mais l'interprétation, voilà, c'est donnez-moi mon C4 et je me bats. Oui, mais apparemment, ce ne sera pas le cas. Non, parce que ça coûte trop cher. Exactement, Crystal Palace ne veut pas payer son préavis. De toute façon, il a dit qu'il partirait à l'été. Donc, et Crystal Palace est quand même dans le ventre mou du classement, donc ils ne sont pas menacés de relégation. Ça. Voilà, c'est quand même une situation compliquée parce que Glasner, il me semble qu'il l'avait déjà fait quand même dans des clubs précédents, à Francfort et à Wolfsburg, où sur la fin, il est en opposition avec sa direction. Il faut quand même rappeler qui est Crystal Palace. Voilà, c'est un club qui essaie de se maintenir depuis maintenant de nombreuses années en Première Ligue. C'est pas un club du top. Ils ont gagné la Cup, c'était un miracle. Ouais. Il est quand même dans un club qui a l'habitude de vendre. C'est pas un club qui va aller acheter des joueurs, qui va dépenser énormément d'argent parce qu'il y a une gestion plutôt rigoureuse. Donc c'est quand même assez... Enfin, il a mis le feu, là, il joue le pyromane. Les deux derniers à avoir fait ça, ils ont été virés. C'est Maresca et Amorim, du côté de Manchester United. Tu fais le lien avec ce que je voulais dire, parce qu'il y a quand même une réflexion à se faire aussi sur le climat de la Première Ligue. Depuis quelques semaines, il y a des déclarations fracassantes quand même. Et il n'y avait pas vraiment ça, je pense. Alors peut-être que j'ai oublié, mais il y a quelques temps, regardez les déclarations depuis début décembre. Ça là, on s'en souvient, on sacrifie car il y a un problème dans l'équipe. Enzo Maresca, les 48 dernières heures ont été les pires depuis mon arrivée au club. Amorim, je suis le manager de Manchester United, pas uniquement l'entraîneur. Et maintenant, Glasner, il se passe quoi? Il y a quelque chose. Il y en a 2 sur 3 qui ont été remerciés. Celle-là, c'est un peu différent. On va voir comment ça se passe avec son retour de la CAN. Et pour Glasner, ce sera parti à la fin de la saison. Donc il y a une certaine logique dans les déclarations et dans les conséquences. On doit se poser une question, est-ce qu'un manager est plus important qu'un club? Je pense que la réponse est à Barcelone, ils ont la réponse. Ouais. Mais c'est étonnant quand même ce climat. Ou alors c'est un peu par hasard, dans chaque club, il y a quelqu'un qui fait une déclaration comme ça, où il y a quelque chose à tirer comme conclusion sur l'esprit. Il y a peut-être un sentiment de lassitude. On voit aussi, on en a parlé la semaine passée, le transfert de Rossenior qui plombe un club comme Strasbourg. Oui. Et on a l'impression que les questions financières sont plus importantes que les questions sportives. Ça, c'est pas neuf. C'est pas neuf, mais peut-être que maintenant, ça devient aussi évident pour les managers. S'il y en a 3 qui s'expriment dans les 2-3 dernières semaines de cette manière-là, c'est pas un hasard, je pense. Il y a quelque chose qui se passe en interne les gens qui possèdent les clubs ne sont plus des amoureux de foot de la même manière qu'ils l'étaient il y a 10 ou 15 ans. Je pense. Donc il y a de la frustration. Ça aussi, il y a de la frustration, oui, bien sûr. Ok, allez, il fallait faire cette petite parenthèse pour rester collé à l'actualité. On parle maintenant vraiment des affiches du week-end parce que voilà, ça va être chaud aussi. Première affiche dimanche à 15h, ce sera évidemment sur Play Sport, Newcastle, Aston Villa. Avec une question, les infirmeries seront-elles au cœur du débat? Auront-elles vraiment un impact sur cette rencontre? Moi, je pense que oui, parce qu'il y a tellement de blessés.
Et des deux côtés, on va commencer peut-être par l'équipe de Newcastle, où là, il y a vraiment beaucoup de blessés au niveau défensif. 7 blessés au total, dont 5 défenseurs. Je sais que ce n'est pas nouveau, mais c'est énorme quand même. Oui, ça ne l'a pas empêché de faire des bons résultats. Hein. C'est vrai qu'ils ont un petit coup de frein là, mais sinon, ils étaient tout proches d'arriver à la 5e position au classement. Donc, ça ne les a pas trop perturbés jusqu'à présent. À la longue, c'est évidemment difficile de se passer de tous ces joueurs. Il faudra l'évaluer ce week-end. C'est vrai que les blessures ont toujours un impact sur les équipes, mais pour l'instant, ils s'en tirent plutôt bien. Cher vient de se faire opérer à la cheville. Il sera encore absent pendant à peu près 3 mois. C'est pas facile pour Eddie Howe, donc surtout que le programme de Newcastle, et ça, c'est l'autre élément. Le programme de Newcastle est absolument démentiel. Les prochaines semaines, on va le voir, 9 matchs en 1 mois, et ça commence ce mercredi contre le PSV en Ligue des Champions. Regardez la suite. Et surtout, ils jouent beaucoup en déplacement. Hein. Sur les 9 matchs, il y a 6 déplacements et pas des déplacements faciles. PSG, Liverpool, Man City, vous enchaînez ça, c'est quand même compliqué. Donc là, il y a des chances que les blessures jouent un rôle. La fatigue aussi, d'ailleurs. C'est ça. Et on peut peut-être ajouter à ça, on verra, des barrages en Ligue des Champions aussi. C'est vrai. Donc, je trouve que ça montre aussi le déséquilibre qu'on peut avoir en Première Ligue. On parle beaucoup de fair play financier. On voit Manchester City acheter des joueurs. Newcastle, qui potentiellement a les propriétaires les plus riches, ne peut pas transférer parce qu'ils doivent respecter un certain équilibre. Donc, on ne parle pas de renfort du côté de Newcastle. Donc, c'est assez étonnant aussi. Et je pense que ça crée pas mal de frustration au sein de la Première Ligue, parce qu'Aston Villa, c'est pareil, avec un Emery qui est souvent bougon à l'interview, parce qu'il sait qu'ils sont bloqués à ce niveau-là. On va revenir avec Emery dans un petit instant. Newcastle est 8e. Ils ont fait 0-0 à Wolverhampton, une défaite 0-2 contre City en Coupe de la Ligue auparavant, et puis il y a eu des matchs rocambolesques contre Bournemouth en FA Cup, et puis contre Leeds aussi en Première Ligue. Il y a quand même un joueur qu'on voulait épingler dans cette équipe, on le connaît depuis pas mal d'années maintenant, c'est Bruno Guimaraes, qui, au niveau des statistiques en tout cas, et je pense dans le jeu aussi, fait sans doute sa meilleure saison sous le maillot de Newcastle en Première Ligue. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est le patron sur le terrain, c'est aussi un fan favorite à Newcastle. C'est quelqu'un qui a une énorme énergie, qui a beaucoup de contact avec les fans. Ça se voit quand il fait un but dans son stade. C'est quand même assez impressionnant. Maintenant, je crois que c'est un moteur, devenu un moteur essentiel du club et de l'équipe. Et que si lui ne va pas bien, taulier, quoi, en fait. Si lui ne va pas bien, je pense que c'est plus compliqué pour les Magpies. Moi, je l'associe quand même à Joel Linton. Hein. C'est à deux quand même qu'ils tiennent la maison en place dans l'entrejeu. Et puis c'est quelqu'un qui a un très bon niveau technique, mais qui a cette intensité aussi qui est nécessaire en Première Ligue, ce qui n'est pas toujours le cas chez des joueurs brésiliens de ce type-là. Donc c'est clair qu'il est vraiment à sa place à Newcastle. 5 buts et 1 assist sur ces 8 derniers matchs. Bruno Guimaraes. Newcastle qui reste aussi sur 8 matchs à domicile sans défaite, quand même. Donc ça, c'est une belle série aussi. Sauf en coupe, c'est là qu'ils ont perdu pour la première fois depuis très longtemps. En Première Ligue. On parle d'Aston Villa, donc, qui ira du côté de St. James's Park ce week-end, battu 1-0 à domicile par Everton. Et là, on a quand même tous été un peu... On ne l'a pas vu venir, celle-là. On ne l'a pas vu venir. Quelle occasion loupée. Il pouvait se retrouver deuxième avec 3 points de plus que City et se rapprocher à 4 points d'Arsenal, même s'il ne connaissait pas encore le résultat d'Arsenal. Et boum, défaite. Et Villa qui restait sur 11 victoires à domicile, toutes compétitions confondues. Incroyable, ça. Quand on voit le match, c'est pas si incroyable que ça, parce qu'Everton a fait un bon match et Villa était un peu en dessous quand même. En plus, ils perdent McGinn très tôt dans le match, donc je pense que ça les a beaucoup perturbés. C'était le retour de Grealish aussi dans son très ancien club. Pour lui, c'était un match particulier. Mais je pense qu'Everton a mérité sa victoire sur l'ensemble de la rencontre. Villa connaissait déjà le résultat. Ils ont joué dimanche. Ils connaissaient le résultat d'Arsenal samedi. Voilà, pour mettre les choses en perspective. Donc peut-être qu'ils ont eu la pression aussi. C'est vrai, alors. C'est vrai. Tu as raison de rectifier. Mais bon, effectivement, les blessés, tu as parlé de McGinn, mais Onana, Camara et maintenant McGinn. Heureusement qu'il reste Tielemans. Mais là, c'est un problème. Ils sont vraiment inquiets, et même le sélectionneur de l'équipe d'Écosse est inquiet aussi, parce que l'Écosse joue la Coupe du Monde, et c'est que dans 5 mois, si on s'inquiète pour McGinn et sa blessure, on ne connaît pas exactement l'étendue, mais ça veut dire que c'est quand même sérieux, quoi.
Et Aston Villa qui a aussi vendu Malone il y a quelques jours, qui a déjà joué avec la Roma le week-end dernier. Donc c'est aussi une option offensive en moins. C'est vrai. C'est vrai. Ben, on en revient à ce que l'on disait il y a quelques minutes au niveau des transferts. C'est difficile d'y voir vraiment clair au niveau de la réglementation, etc. En Première Ligue. Bon, après cette défaite, réaction, vous allez l'entendre, très étonnante quand même, d'Unai Emery après le match. On l'écoute et vous me donnez votre avis par la suite. We still being not contender to be in the top 5. We are now, but we are still not being contender. What does it take then to be that, in your opinion? Because there are another teams with more potential than us. Why do you think that? Thank you very much, Unai. Thank you. Okay. Unai a perdu sa langue. C'est excellent, je trouve ça excellent. On n'a jamais demandé au manager d'être de bonne foi. Hein, donc, non, mais lui toi, particulièrement. Tu as une explication par rapport à mais quand il dit potentiel, c'est clair. Voilà, il voit que Manchester City peut acheter des joueurs, même si, comme Phil le disait, toujours c'est ce procès là qui leur pend au nez et sur la manière dont Manchester City est géré. Et Aston Villa, ils sont bloqués à ce niveau-là. Donc lui, ce qu'il veut, c'est des nouveaux joueurs, c'est étoffer son effectif parce qu'il y a la Coupe d'Europe aussi. Et voilà, ça le bloque. Donc il est très très frustré à ce niveau-là. Et c'est ça qu'il exprime avec quand il dit potentiel, c'est surréaliste. Voilà, exactement. C'est le potentiel de pouvoir ne répondra pas. Il dit aussi, je ne peux pas parler. Parce qu'il ne peut pas aborder le sujet aussi clairement qu'on le fait ici, à savoir que, vu les revenus d'Aston Villa, il ne peut pas transférer autant que Chelsea ou Manchester City ou même Manchester United. Mais moi, j'ai regardé plusieurs fois, pas plusieurs fois la même interview, mais plusieurs interviews où il a quand même le masque, effectivement, où je l'ai rarement vu irrité comme ça, parce qu'il est assez débonnaire de manière générale. C'est pas quelqu'un d'agressif dans ses interviews. Non, mais il peut être très sec quand même. Il redevient un peu peut être basque. très sec. Il peut être très sec. Il redevient un peu basque à ce moment-là. Il redevient exactement. basque. Voilà, c'est ça qui revient. Bon, Villa qui joue à Fenerbahçe jeudi en Europa League, mais ils ont 15 points sur 18. Donc ça va. Ça va de ce côté-là. On verra ce que ça donnera entre les Magpies et les Villains. On va passer à une autre affiche en Angleterre, évidemment. Arsenal-Manchester United. Ça, c'est une magnifique affiche aussi. Et pour cela, eh bien, on va accueillir Sabri Zouaoui, qui est un grand fan, grand supporter de Manchester United. Salut Sabri, merci d'être là. Tout va bien ? Super, merci de l'invitation en tout cas, ça fait plaisir. Supporter de United et membre du club de supporters officiel en Belgique, c'est ça le Red Flag. Mais je pense qu'il y a deux clubs, c'est ça, du côté francophone et néerlandophone. Tout à fait. Et tu vas de temps en temps donc du côté d'Old Trafford. Ouais, j'y vais chaque année. Chaque année, j'y vais. Allez, une à deux fois par an. Ok, pour prendre l'atmosphère là-bas. Bon, j'imagine que les dernières saisons n'ont pas été faciles pour toi et pour tous les supporters de United. Mais là, dimanche, après ce que tu as vu et après ce que tu as vécu, ça a dû être un énorme soulagement. J'imagine que tu as jubilé, comme tous les autres supporters. Non, on est heureux. On est heureux surtout quand c'est contre l'équipe rivale de la ville. Mais après... on a tellement vécu de haut et de bas qu'on relative un peu la victoire et on se concentre sur le prochain et on savoure, mais c'est comment dire, c'est toujours des moments à l'instant. Ça dure jamais très longtemps parce qu'on sait toujours qu'avec ce club, c'est des montagnes russes et on est déjà prêt pour le match contre Arsenal. Quoi. Voilà, on est devenu prudent donc du côté des supporters. C'est ça que tu veux dire? J'ai pas compris, excusez-moi. On est devenu prudent du côté des supporters par rapport à tout ce que vous avez vécu. Ok, on s'emballe pas trop vite, c'est ça que je voulais dire. Ouais, je m'emballe pas. C'est comme le nouveau manager Carrick là maintenant qui est là. Je m'emballe pas, j'attends. Parce que la lune de miel, on la connaît après avoir limogé un entraîneur, on l'a déjà vu avec quand Mourinho est parti, Solskjaer est arrivé, ça a été 13 sur 13 et après. Ça a tenu et après, c'est reparti dans les travers qu'on a l'habitude de connaître depuis presque 14 ans maintenant. C'est ce que je dis. Donc, du côté des supporters, on ne s'emballe plus, on est prudent. L'arrivée, le retour, en fait, de Michael Carrick. Est-ce que c'est l'ADN de Manchester United qui est de retour?
au club. La question, voilà. C'est un certain ADN, mais c'est pas l'avis des plus anciens non plus, parce que on connaît les différends qu'il y a entre certains anciens et Manchester United aujourd'hui. Carrick qui s'est fait très fort critiquer avant même son premier match, qui devait être quand même assez ravi du résultat et surtout de la manière dont il a gagné cette rencontre. D'ailleurs, j'ai vu Roy Keane un petit peu manger son chapeau après, parce que... On va y venir après, Oui, avec Roy Keane. Donc voilà, l'ADN de Manchester, c'est un peu tôt pour le dire. Je comprends que Sabri soit prudent par rapport aux résultats. Mais ce qui était bien, c'est de voir l'enthousiasme. Moi, personnellement, ça faisait longtemps que je n'avais plus vu autant d'enthousiasme sur le terrain. Il y avait aussi... la joie, on va le voir, je crois, la joie avec Carrick notamment. Donc, il y avait quelque chose qui se passait sur le terrain. C'était face à Man City. Donc, c'est quand même un moment important pour le club. Et je pense pour les joueurs aussi. C'est peut-être pour eux un peu libératoire. Je pense aussi à Fernandes qui a dit... il a été fort critiqué. On se moquait de lui en disant Alan va le prendre avec sous le bras et va rentrer dans le but. J'ai vu son interview d'après-match où il a dit il y a des gens qui osent parler à la télé, c'est facile de parler à la télé, mais ils viennent jamais me le dire en face. Donc il y a quand même beaucoup de tension avec les anciens. C'est vrai, on va y revenir dans un instant. Mais là, on a déjà abordé la question Manchester United, mais je voulais aussi quand même, avant cela, revenir dire un mot sur Arsenal, parce que c'est important aussi, ce qui s'est passé ce week-end. Ils partagent. Oui. Ils partagent à Nottingham Forest. Oui. Et c'est encore Arsenal. Et c'est encore Arsenal qui est le grand bénéficiaire du week-end. Les étoiles continuent à s'aligner. Oui, ça faisait 2-0 d'affilée après celui face à Liverpool. Faut pas s'inquiéter parce qu'on l'a vu à l'Inter, ils sont capables de faire 0-0 chez le 17e du classement de la Première Ligue et puis d'aller gagner largement chez le leader du championnat d'Italie. Donc on est quand même dans le creux de la saison aussi. Le mois de janvier, on sort de la période de fête. Arsenal joue quand même tous les 3 jours, Coupe de la Ligue, la Cup, le championnat, la Ligue des Champions. Voilà, s'ils parviennent, en faisant 0-0 chez le 17e, à prendre encore un point de plus sur les autres au classement, finalement, on va dire que c'est un bon point pris à Nottingham. Et on a vu les stats, ils doivent gagner en principe. Oui. S'il n'y a pas un bon 16, ils gagnent. Et puis, si l'arbitre voit le penalty, la faute de main à un moment aussi, ça peut tout changer. Penalty ou pas penalty ? Voilà, oui, bien sûr que oui. non, plus sérieusement... ça fait partie évidemment des polémiques et des discussions. Des pertes et des profits sur une saison, mais vu les résultats des autres, c'est pas un mauvais point finalement. Certainement pas. Pour Arsenal, qui a souvent souffert en plus à Nottingham. Quand vous n'êtes pas battu à l'extérieur, c'est pas forcément un mauvais résultat. Sabri, selon toi, intouchable vraiment Arsenal cette saison ? J'ai l'impression que les plans sont un peu alignés pour eux, que c'est l'année ou jamais, j'ai l'impression. Je pense que surtout avec le mercato qu'ils ont fait, je pense qu'ils sont parés pour aller... on a encore vu justement hier contre l'Inter. Declan Rice ne jouait pas, Odegaard ne jouait pas, et malgré ça, le jeu était fluide, ça allait vers l'avant, c'était construit. Et ils n'ont pas douté, ils ont attaqué d'entrée de jeu. J'ai regardé le match et justement, j'étais vraiment surpris encore de la manière de comment ils jouent. Ouais. Et on sent que c'est une équipe qui connaît ses capacités, qui a foi en ses capacités et qui croit réellement à son objectif, c'est d'aller chercher des titres. Et je pense que cette année, ils peuvent aller chercher ça. Ça me fait mal de dire en tant que supporter de Manchester United, mais je pense qu'ils peuvent aller chercher cette première ligue qu'ils attendent depuis 2004, je pense. 2004, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont allés gagner à l'Inter 1-3. Les équipes anglaises réussissent bien. Ouais, à l'Inter, Liverpool avait gagné aussi. Gabriel Jesus est titulaire, il marque 2 fois. Tout fonctionne, quoi. C'est ça. J'ai dit Fernandez, c'était Martinez qui avait réagi après le match. Je me suis gouré. Oui. Allez, on en revient à Manchester United qui a donc mangé, on peut le dire, l'équipe de City ce week-end et les chiffres sont là quand même pour en attester. C'est assez révélateur le nombre de sprints. Regardez les sprints par joueur. Les 4 joueurs qui ont fait le plus de sprints intensifs, eh bien, ce sont 4 joueurs de United et Kuzanov, défenseur de City. Serge. Alors, quand on parlait d'ADN, c'est parfois un peu bateau. L'ADN d'un club, ça peut être beaucoup de choses. Par contre, là, on voit qu'on est revenu au fondamental, à l'essentiel. Et c'est là qu'on voit à quel point Amorim s'est planté avec cette équipe en étant trop rigide, avec sa défense à 3. Carrick, il est revenu avec des choses simples, un 4-4-2, avec des joueurs qui ont mis de l'intensité, qui se sont battus chaque fois qu'ils perdaient le ballon pour le récupérer ou pour aller se replacer défensivement. On est revenu à l'essentiel, au fondamental. Et c'est là que Carrick, quand même,
a marqué beaucoup de points. Il revient lui-même à l'ADN alors. Exactement. Oui, bien sûr, Parce que Phil, vas-y. le Manchester de Ferguson qui a tout gagné, c'était pas une équipe qui était dans l'hyper-possession du ballon. Hein. C'était une équipe qui jouait en contre, qui était solide défensivement, qui a toujours eu un buteur qui faisait la différence. C'était des choses simples. Et là, on est revenu justement à l'essentiel. Ouais, et 3 des 4 qui courent le plus, c'est des joueurs de flanc. Oui. Ça, c'est aussi revenir à des choses très classiques. Alors, quand vous parliez, je voyais Sabri qui faisait comme ça. Et donc, qui acquiesçait. Tu peux compléter, Sabri, ce que Serge et Phil viennent de dire. J'imagine aussi que quand tu as vu le début du match, tu as compris tout de suite que, allez, ça allait être une bonne après-midi vu l'intensité qui a été mise tout de suite. Oui, on voyait directement qu'ils avaient envie. Et puis l'entame du match, à la deuxième ou troisième minute, quand Maguire vient taper la barre, on sent directement qu'il y a une envie et qu'ils veulent aller vers l'avant. Et puis de toute façon, le 4-2-3-1 qui a été établi par Carrick, c'est le plus simple pour l'équipe qu'on a actuellement. Parce qu'évidemment, le 3-4-3, c'est un système compliqué à ajuster, que les joueurs comprennent tout ça. Donc c'est beaucoup plus difficile à assimiler. Et puis, c'était pas un peu plus compliqué en première ligue, je trouve, d'aligner ça. Même si moi, j'avais foi en Amorim. Mais malheureusement, c'est mal fini. Mais pour le match de City, on voyait qu'ils avaient envie. Ils avaient envie, qu'ils voulaient en découdre et qu'ils voulaient racheter le blason qu'il y avait. Déjà, on avait perdu 3-0 déjà au match aller. Et on voyait qu'ils voulaient aller les manger, tout simplement. Serge. Mainou aussi, qui est replacé dans l'équipe. Amorim avait dit que Mainou n'avait pas le niveau pour jouer dans cette équipe. J'allais justement dire ça, te poser la question à Sabri. Mainou, voilà. Première titularisation. Exactement. Il fait un très bon match. Et puis Maguire, on a l'habitude de s'en moquer un petit peu parce que c'était un joueur très particulier. Mais voilà, il est nouveau, il revient dans cette défense. Il est très costaud avec Martinez à côté. Donc il a fait des choix aussi qui ont fait la différence. Oui. Et 2-0, c'est peut-être le seul reproche qu'on peut faire à Manchester. Ça doit être 5-0 ce match. Ouais. Il y a les buts annulés. Deux ballons sur le cadre. Exactement. Avec peut-être la nuance d'Allo aussi qui fait une intervention sur Doku. Là aussi, on peut discuter de l'arbitrage. Voilà, heureusement pour Manchester United, il ne prend pas la rouge et ça influence le reste du match, évidemment. Sabri, rouge ou pas rouge pour Dalot? Question difficile pour un supporter. Voilà. On a vu des rouges pour moins que ça, donc oui, il aurait pu la prendre. Voilà, ok. C'est clair, c'est clair. Alors soit après, on a déjà été volé plus d'une fois par l'arbitre, donc on ne va pas s'en plaindre. C'est vrai que c'était un peu sec quand même, ce ballon, cette semelle sur le genou de Doku qui heureusement n'a rien. On revient à Michael Carrick, premier match, première victoire, très belle victoire dans le derby effectivement. On va rappeler quand même aussi, ne fût-ce que pour les jeunes, les plus jeunes que nous, il y en a quand même pas mal, ce que représente Carrick quand même dans l'histoire du club de Manchester United. 464 matchs et 18 trophées. On va le voir sur l'infographie, Carrick. Il a connu la période avec Sir Alex et il a connu le début de la période sans Sir Alex. Alors, il a repris le numéro de Keane, le numéro 16 quand il est arrivé. Et quand il a fini sa carrière, il a été remplacé par Marwan Fellaini. C'est vrai. C'est lui qui a pris sa position sur la fin de sa carrière. Tout ça pour dire, avec ce palmarès, qu'effectivement, c'est une légende du club. Je sais qu'il y en a beaucoup, évidemment, des légendes du club du côté de United, mais lui, il en fait partie. On va l'écouter, ses propos, après le derby. Yeah, I think we wanted to play to our strengths, and we needed to be compact, we needed distances to be as short as possible between the units and between positions, and we needed to move as a team, and I thought largely we did that. A few times it got a little bit opened up, but we still looked dangerous on our front line. I thought the front four, the two wide lads, Ahmad and Pat, I thought were fantastic both ways, and then Brian and Bruno and Mateo's coming on, making a difference, and Mason coming on again and nearly getting the goal. I just thought in general everything kind of was as what we kind of would hope for, and hence getting the good result. But I thought they managed the emotional side of the game unbelievably well, and so that made me proud, to see a team and what's my team today and moving forward is to have that feeling, and was great to see, and then obviously to be able to put it all together was even better.
c'est quelqu'un de posé, de calme. Il était déjà comme ça comme joueur. Exactement. C'est un milieu défensif sobre, très discret, qui ne faisait jamais de sorties tapageuses. Et qui faisait quasi jamais un mauvais match. Exactement. Et je voudrais quand même rappeler que c'est la deuxième fois qu'il est quand même manager de Manchester United. Il avait déjà fait un intérimaire et il a déjà battu Arsenal. À l'époque, il avait battu même la Villarreal d'Unai Emery. Je ne sais plus s'il avait battu. Il n'avait pas perdu contre Liverpool. Il n'avait pas perdu. Donc, il est toujours invaincu. Et là, il va aller à Arsenal. Donc, attention quand même. Oui. Il a entraîné Middlesbrough. Où il avait fait un travail quand même assez remarquable. Il les avait pris en bas de classement. Il avait fait des playoffs. Donc, voilà, il est présenté comme intérimaire. Mais s'il fait des résultats, il faut quand même lui donner sa chance. En demi-finale de Cup aussi. Oui, exact. Le Cup ou Coupe de la Ligue. Mais il était en demi-finale. Ouais. On parlera dans un petit instant de l'avenir de Carrick du côté de Manchester United. Mais allez, ne fût-ce que pour illustrer le climat qu'il y avait à Old Trafford ce week-end, et notamment après la rencontre, regardez ceci, c'est quand même assez spectaculaire. Est-ce que vous avez déjà vu Casemiro comme ça? Non, pas après le 1-1 face à Wolverhampton, par exemple. Avec le Real, peut-être. Au Real, je l'ai déjà vu. Avec le Real, lorsqu'il gagnait la Ligue des Champions. Oui, ou d'autres circonstances. Mais ça montre quand même que le départ d'Amorim est un soulagement. Ah oui, je pense. Oui. Sabri, le départ d'Amorim, soulagement pour les joueurs, on le sent. Soulagement pour les supporters aussi? C'est mitigé, je pense. Je pense que c'est mitigé parce qu'en soi, Amorim n'est pas limogé réellement pour ses résultats. C'est plus une guerre d'ego vis-à-vis qu'il a critiqué sa direction vis-à-vis des promesses qui n'ont peut-être pas été tenues. Après, c'est des sons de cloche de son côté. Mais moi, je voulais voir à un moment donné une direction qui donne le temps à son entraîneur de vouloir établir quelque chose, de bâtir quelque chose. Donc voilà, j'ai sur ma faim, mais effectivement, il y avait des trucs des fois qui n'allaient pas et des choix. Par exemple, Bruno Fernandes qui restait dans le double pivot. Alors, pour moi, il aurait dû jouer plus haut. Peut-être Mainou jouer après. Mainou, j'ai l'impression qu'il ne pouvait pas s'exprimer comme il voulait dans le système d'Amorim. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il était un peu mal aimé, je pense. Mais moi, je reste sur ma faim. J'aurais aimé voir vraiment une saison complète sur Amorim et puis voir la suite. Mais voilà, je ne le saurai jamais. On verra. Et on aborde donc justement l'autre question, que faut-il faire avec Carrick, parce que maintenant il est intérimaire, est-ce qu'il faut déjà le prolonger ou pas, voir l'avenir à long terme avec lui? Eh bien, je vous propose d'écouter deux avis totalement opposés. Il s'agit de Daniel Sturridge et Roy Keane. Sturridge, je vous rappelle, ancien de City, de Chelsea et de Liverpool, et Roy Keane, on en a déjà parlé, légende de United. On les écoute. For me, I think the timing, could you argue, cool, yeah, there's bigger names that are going to be available. If he builds something here in these next 17 games, what would be the point of bringing someone else in to build off what he's built? Like, give him an opportunity. He might grow into becoming a top-level coach, and we go, fantastic. Like, I like the fact he's an English manager, he's getting an opportunity, and today was a performance that you look at and you go, listen, if this man can build something, he deserves it for me. Let's judge it over the next few months. Again, the key for him, I think, now is try and get momentum into this team. I think it's the dream scenario for him to come in. Everyone's available. You've got Manchester City at home, who they've been offered a little bit. You're at home, you've got players available. You could have a man sent off, time and a little bit of luck. They've made the most of it. I'll take nothing away from him. I'm happy to give credit where it's due. Alors, il a un peu le seum, non? Oui, deux avis opposés. Toi, tu es plus pour? Moi, je suis pour le premier, sans aucun doute. Prenons le scénario idéal. Il embraye sur ce qui s'est passé face à Man City, il réussit un résultat contre Arsenal et ils finissent dans les 4 premiers. Ah oui. Ils sont pas loin avec les autres qui font du surplace pour l'instant. Qu'est-ce que vous faites? Là, ils ont un gros problème à la direction. C'est difficile de remercier. Merci pour ce que vous avez fait. On est capable de tout en football. Je suis sûr qu'ils sont capables de le faire. J'ai aucun doute par rapport à ça. Mais ce serait le scénario idéal pour les supporters, je pense. Ouais. Mais pour la direction, ce serait un peu un scénario catastrophe. Ouais. Donc voilà, je suis plutôt d'avis que c'est la première option qui est la mieux. Et puis, j'ai pas envie d'être d'accord avec Roy Keane parce qu'il m'énerve un peu. Tu l'aimes pas? Non, c'est pas que je l'aime pas, mais là, il m'énerve un peu. Roy Keane, sa marque de fabrique, c'est de critiquer. Voilà, oui.
Mais il aime bien critiquer Carrick. Il y a un contentieux avec lui. Oui, parce qu'il y avait la femme de Carrick qui avait aussi publié sur les réseaux sociaux. C'est une histoire de femme. Non, par rapport à des choses qu'il avait dit sur Carrick en tant que joueur, et donc ça avait fait une polémique à l'époque. Okay. Ils n'ont pas été tendres avec lui non plus, les anciens, je l'ai déjà dit, avec son rappel, mais... Pour eux, Carrick, c'est un gentil par rapport à ce qu'ils étaient eux. Parce que Paul Scholes, Nicky Butt et Roy Keane, c'était des terreurs sur le terrain. Ouais. Et ça reste des terreurs en coulisses. Il y avait une photo comme ça, on voyait Ferguson avec les trois qui étaient devant. Et ça faisait un peu les gangsters qui surveillaient. Ouais, c'est ça, quoi. C'était incroyable, ça. C'est particulier. Ouais. Ce sont des personnages qui marquent, hein, ces gars-là, Sabri. Les Roy Keane, les Nicky Butt, etc. Ouais, c'est une autre époque, hein, c'est un autre football. Hein. Ah c'est clair que là, quand on voit la transition entre Roy Keane et Carrick, c'est un monde d'écart. Il n'y a que le numéro dans le dos qui correspondait, c'est la même chose. Sinon, le reste, c'était un monde d'écart. Un joueur fin et un autre, c'était un destructeur. Un destructeur, oui, c'est le mot. Hein. C'est le mot. On a tous ce souvenir-là aujourd'hui, de dans le football actuel, s'il joue comme ça, Roy Keane, il prend 18 rouges par saison. Hein. Oui. Maintenant, on est un peu plus strict quand même sur ce genre de comportement. Encore une réaction intéressante quand même et amusante, je dirais, à propos de la victoire de United dans le derby. C'est aussi une légende du football anglais, mais de Chelsea. Il s'appelle John Terry. Très enthousiasmé, regardez. Wow, what a performance from Man U. The game's still not done, just gone 2-0. This is the Man United of old. Attacking, free-flowing football, pace up front. Also, Man United are such a better team with Harry Maguire back in the squad today, back playing. I'm not sure there's a more difficult game to come into. Manchester derby playing against the best striker in the world in Haaland. He's just so good in both boxes. On this form, Harry Maguire has to be on the plane for the World Cup. You heard it here first. But massive performance from Man United today under Michael Carrick, who's gone for the full Cantona with his collar up on his jacket. But so good to see Carrick get his opportunity as well. Steve Holland working alongside him. But Man United certainly look back to how they used to be. Je vous rappelle que ce n'est pas un supporter de Manchester United. Il ne fait pas partie du Red Flag comme Sabri, c'est une légende. Mais de il connaît Chelsea. Carrick, ils sont côtoyés en équipe nationale. En équipe nationale. Je crois qu'ils s'entendaient très bien, en fait. Et il a parlé de Steve Holland, hein, c'est des assistants qui a une expérience énorme, ancien assistant. Aussi équipe nationale. Oui, de Chelsea aussi. Donc voilà, il s'est bien entouré en tout cas, Carrick. Il a eu les bons assistants. À Chelsea, mais je rappelle quand même que Chelsea et Manchester United, ce sont deux équipes qui sont vraiment concurrentes pour le top 4, voire le top 5. Hein. C'est pour ça que cette réaction de John Terry fait un peu sourire. Mais c'est sympa Je crois que c'est aussi se positionner par rapport à ce que j'ai dit sur les anciens de Man U. J'ai l'impression, Carrick, c'est comme Serge disait, en équipe nationale, c'était deux joueurs qui s'entendaient visiblement très bien. Et je pense qu'il a envie de défendre quelqu'un qui est plutôt son pote, quoi. Ouais. C'est normal. Ah bah oui. Bon, ben voilà. Ben, écoute, Sabri, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, parce que c'est intéressant, et on le fait de temps en temps, de donner la parole aux supporters qui sont là, qui vivent les matchs et les saisons avec leur trip et qui n'ont pas toujours le moyen de s'exprimer. On te remercie et surtout, on te souhaite encore beaucoup de bonheur avec cette passion pour United. Le top 4, le top 5, c'est l'objectif, c'est dans les cordes. Vous êtes cinquième, mais il n'y a qu'une place. Hein, il y a un point, je pense, pour être quatrième. Si on suit un peu l'histoire que Sturridge racontait, on finira clairement au-dessus de la quatrième place, on va dire. Et puis même la cinquième place peut être qualificative pour la Ligue des Champions en Angleterre. Donc. Aussi. Donc moi, je pense que ça a notre portée si... J'ai une bonne dynamique et je pense que ça le fera. Même sous Amorim, on l'aurait fait, je pense, à un cinquième, je pense. Ouais. Ok. Bon. Avec le groupe qu'on a, l'effectif qu'on a, le mercato qu'on a fait, on avait les qualités pour le prétendre, en tout cas. Ok. Merci d'être passé par l'émission, Sabri. Plein de bonnes choses et à bientôt. Au revoir.
Bye bye. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci, sympa. Bah oui, c'est chouette d'avoir l'avis des supporters. On l'a fait aussi avec Pascal, supporter de Liverpool. On le fera peut-être aussi, certainement, avec quelqu'un d'Arsenal bientôt, voire de Tottenham ou quelqu'un d'autre ou d'autres clubs. Voilà pour les affiches anglaises, les amis. On a un peu... Un petit mot, United n'a plus que le championnat. Donc il leur reste 17 matchs, pas de coupe de la Ligue, pas de Coupe d'Europe. Donc ils vont se concentrer vraiment à l'inverse de beaucoup d'autres. On a parlé de Newcastle, etc. Et puis les autres, Aston Villa, qui ont les matchs de Ligue des Champions, voire d'Europa League. C'est vrai que c'est important à souligner. Le programme de Play Sport pour la Première Ligue, on va le voir ensemble. West Ham, Sunderland, avec une équipe de West Ham qui est quand même... en difficulté. Sunderland, c'est positif. West Ham qui a été gagné à Tottenham le week-end dernier. Oui, c'est vrai, ce qui était la grosse surprise. City Wolverhampton, bon, ok, c'est Wolverhampton, mais attention, Wolverhampton ne perd plus. Je les ai fait contre Newcastle. Ça joue pas mal. C'est redevenu des coriaces. Ils ont été partagés aussi à United. Voilà. Bournemouth face à Liverpool, c'est avec toi, ça sert, je pense. Exactement, aux commentaires. Et puis dimanche, Newcastle, Aston Villa, on en a parlé. Palace, Chelsea, c'est un derby. On verra si Glasner aura digéré le départ de Guy, je suis pas sûr. Arsenal, Manchester United, on en a parlé lundi. Le dernier match de cette journée de compétition. Everton face à Leeds. On passe maintenant à l'Allemagne. En Allemagne, évidemment, le Bayern est toujours en tête avec 11 points d'avance sur Dortmund. Le Bayern, on le rappelle, accueille ce mercredi l'Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions. Donc, si vous voulez voir un grand match, il faut regarder ce match-là. Et on souhaite évidemment bonne chance à l'Union. On note aussi dans le classement de la Bundesliga que Leverkusen perd quand même pas mal de plumes dans la course à l'Europe. 2 défaites d'affilée à Leipzig 1-3 et contre Stuttgart 1-4 le week-end dernier. Mais l'affiche dont on va parler, elle ne concerne pas vraiment le haut du tableau, mais plutôt le bas du tableau. C'est une affiche qui n'a l'air de rien comme ça, mais qui est quand même un derby St. Pauli face à Hambourg. Et je dirais un derby très particulier. Un derby de classe. Phil, folklorique, moi je dirais. Oui, folklorique, mais aussi de classe sociale. De classe sociale, c'est ça. St. Pauli, c'est un quartier de Hambourg qui est extrêmement populaire. C'est proche du port. C'est là où il y a les boîtes de nuit, c'est là où il y a les quartiers de prostitution. C'est là que s'est développé aussi tout un monde de contestation. Donc ce sont des antifas, les supporters connaissent bien ça. Ils sont très connus, les fans de St. Pauli, pour être des antifas. Ils ont des accords avec différents clubs, notamment ceux du Standard, par exemple. Ouais. C'est des gens qui étaient liés au punk pendant les années 70. Et d'ailleurs, le premier derby qui a eu lieu entre St. Pauli et Hambourg, c'était en 1977, parce que la plupart de leurs derbys, ils en ont 113 au total. Ça s'est joué dans d'autres divisions ou en coupe. Ouais. Mais on n'a joué que le 17e derby entre St. Pauli et Hambourg cette saison. C'était au mois d'août en Bundesliga. Donc c'était seulement le 17e. Et c'est une opposition de classe dans le sens où Hambourg, c'est le club vraiment bourgeois. C'est un tout autre quartier de Hambourg qui est une ville aussi extrêmement bourgeoise, assez riche. Et c'est vraiment quelque chose qui est plus social que politique. C'est pas lié à des partis politiques, mais ce sont deux classes totalement différentes et deux publics totalement différents, des stades complètement différents. Hambourg, c'est très propre, très rangé. St. Pauli, c'est un truc à l'ancienne comme ça. Et donc les supporters se comportent aussi de manière tout à fait étonnante. Et c'est quelque chose qui est évidemment très important au sein de la ville, qui est une grande ville de football aussi. C'est vrai. Ouais, c'est intéressant d'avoir... Moi, j'aime bien ces historiques de matchs, de voir d'où ça vient, la rivalité, les derbys. Phil, c'est notre historien, on le sait, depuis le Big Club. D'un point de vue sportif, c'est évidemment aussi un match très important. Hambourg est 14e avec 4 points d'avance seulement sur le premier relégable. St. Pauli, dernier, avec 4 points de retard sur le premier sauvé. Et deux équipes aussi, il faut le rappeler, qui ont quand même un match de retard, puisque récemment, l'un de leurs matchs a été annulé à cause de la neige. Le bilan de St. Pauli, c'est pas glorieux, évidemment, une victoire sur les 14 derniers matchs. Mais 10 points pris contre les 5 derniers. Ça, c'est plutôt encourageant. Alors. Ils ont notamment gagné le match aller à Hambourg. Oui, 2-0, oui. Et c'était la première fois qu'ils jouaient en Bundesliga depuis la saison 2010-2011. Donc ça faisait un bout de temps quand même. Ouais. Ils ont beaucoup joué en deuxième division, contre l'autre, évidemment. Mais c'est compliqué et certainement... Alors, ils ont bien commencé, au fait, parce que tu dis qu'ils ont gagné dans le derby. C'est vrai.
mais ils avaient 7 points sur 9 sur les 3 premières journées. Et après, ils ont une série de 10 défaites consécutives, je crois. Ils avaient fait 3-3 aussi contre Dortmund. Ça va être compliqué quand même, vu la position de cette équipe-là, à moins d'être sublimé par le derby, là. Ouais, et en plus, ils ont un petit effectif. C'est quand même l'équipe en Bundesliga qui a utilisé le moins de joueurs, 20 seulement. C'est quand même très peu. C'est assez rare pour des équipes qui sont en problème de relégation, parce qu'en général, on transfère beaucoup, notamment en hiver, où on fait venir des jeunes de la deuxième équipe pour essayer de trouver des solutions. Ben, apparemment, c'est pas trop c'est pas leur ADN de faire comme ça. Faut faire un groupe soudé, se bagarrer pour essayer de rester. C'est vrai que ça va être sans doute un peu compliqué. Parce que les moyens sont moindres et que forcément, il y a la rivalité avec le grand Hambourg, parce que Hambourg, ça reste quand même un nom dans la Bundesliga. Oui, enfin, ils vivent un peu dans l'ombre. C'est pas beaucoup plus simple pour le grand Hambourg qui est remonté. Non, mais vivent un peu dans l'ombre de ce club qui est un club historique, quoi. Ça, je pense qu'il ne faut pas dire aux supporters de ça. Non, je crois que ce n'est pas le même objectif non plus. Hein. C'est deux clubs avec des objectifs tout à fait différents. Ouais, c'est ça. C'est Saint-Pauli, c'est vraiment le club d'une communauté. Voilà, oui. Bon, ben, ce sera un derby important avec donc l'équipe de Hambourg qui, elle aussi, est quand même un petit peu en difficulté. Pas autant en difficulté que Saint-Pauli, mais il y a quand même un gros problème. C'est le bilan en déplacement de Hambourg. Regardez ça, c'est le pire bilan à l'extérieur de Bundesliga avec 2 points sur 24, aucune victoire et 4 petits buts marqués. Difficile de se sauver quand on est à ce point en difficulté à l'extérieur. Pour l'instant, ça va. On dit en général que pour un champion, la tradition disait qu'il fallait gagner à domicile, faire match nul à l'extérieur, et on a tendance à dire aussi que faire des nuls à l'extérieur pour une équipe qui est dans le bas de tableau, en tout cas faire des nuls assez régulièrement, prendre des points hors de ses installations, c'est peut-être ce qui peut faire la différence en fin de saison. Et c'est vrai qu'à Hambourg, pour l'instant, c'est quand même la plus mauvaise équipe dans cet exercice-là. Donc il y a peut-être lieu de s'inquiéter un petit peu. Mais ils parviennent quand même à garder la tête hors de l'eau grâce à un beau parcours à domicile. Et puis au niveau offensif, c'est un problème aussi. Parce que là, on ne marque pas beaucoup. 17 buts marqués en 17 matchs. Seul Saint-Pauli a fait pire, précisément. Bravo Sambi Lokanga, puisque c'est l'un des 2 meilleurs buteurs de l'équipe avec Ryan Philippe. Sambi, on sait que ce n'est pas un attaquant. Ryan Philippe, oui, c'est un attaquant. Et puis avec 3 buts de Luka Vuskovic, c'est un défenseur aussi. Il manque quand même quelqu'un. Sambi, c'est pas un défenseur non plus. Et d'ailleurs, quand on avait mais c'est pas un attaquant spécifique. Quand on a vu le joueur belge, j'ai oublié son nom. Oui, Polo Mpoko. Mpoko, il avait dit, son conseil qu'il lui donnait, c'est sois plus souvent dans le rectangle, tu vas marquer des buts. Et c'est vrai que maintenant, il est titulaire à chaque fois. Il joue quasiment l'entièreté des matchs. Là, il est blessé. Il a une petite blessure musculaire. Voilà, mais il a enchaîné les matchs aussi, je pense. Et ça joue peut-être un peu. Mais surtout, il a marqué 4 buts depuis cette époque-là. Donc ça, c'est quand même bien. C'est une des solutions offensives, en tout cas, de Hambourg. Il y aura un match important aussi, important. Oui, tous les matchs sont importants pour ces équipes qui sont dans la deuxième partie du tableau, mais pas ce week-end-ci, mais le week-end après, ils jouent le Bayern. Hein. Ouais. Donc, il vaut mieux prendre des points ce week-end-ci pour éviter de chuter encore un petit peu plus au classement de la Bundesliga. Confrontation combien historique en Bundesliga aussi, hein, Hambourg-Bayern. Hambourg-Bayern d'une autre époque, mais quand même. Oui. C'est vrai qu'à un moment donné, Hambourg, c'était à la fois au niveau de la Bundesliga, au niveau de l'Europe. Mais là, on est parti dans les années 70. Au début du... Contre Anderlecht, notamment. Contre Anderlecht, effectivement. Les finales de Coupe d'Europe à l'époque où les Belges y participaient. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, effectivement. OK, allez, on va terminer rapidement l'émission, tranquillement, l'émission, avec le programme de la Bundesliga sur Play Sport. Cela commence donc vendredi avec ce fameux derby entre Saint-Pauli et Hambourg. Le Bayern pour une nouvelle victoire vraisemblablement face à Augsbourg samedi. C'est aussi un derby. Oui, c'est vrai. Et puis Union Berlin face à Dortmund. N'oublions pas aussi qu'il y a des matchs d'Europa League demain sur notre antenne avec Bologne Celtic Glasgow, Young Boys Lyon, Braga Nottingham. Ça, je pense que ce sera avec toi, Phil. Et Celta Vigo face à Lille. On termine là-dessus. Je vous rappelle évidemment que cette émission est reprise, relayée tous les jeudis matins sur le site internet de Sudinfo. Émission disponible aussi sur la chaîne Vous Sport de YouTube. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit X, Facebook ou Instagram.
Merci Phil. Avec plaisir. Bon derby allemand ce soir, alors. Non, pas ce soir. Ce soir, pardon, vendredi. J'anticipe sur la. C'est moi qui commente. Hein, non, mais vous regarderez. Merci Serge, on se retrouve très bientôt. Merci à toute l'équipe évidemment pour la réalisation de cette émission. Passez une belle semaine, un bon week-end foot et à la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye.